Merci beaucoup. Bonjour à tous. Emma Charaf et moi-même tenions à remercier NanoString de nous permettre de faire un duo pour vous présenter l'expérience de l'Institut Paoli-Calmettes, puisque depuis 3 ans maintenant, nous avons nos RCP qui s'appuient sur les résultats de Prosigna pour le traitement adjuvant, malheureusement pas encore néoadjuvant, de certaines patientes. Donc moi, je suis chirurgien et on va rentrer un petit peu dans la vraie vie, c'est-à-dire comment se passe la prise en charge adjuvante pour ces patientes qui ont un groupe à risque intermédiaire, donc en particulier les grades 1 et 2, carcinome NSTR, H+, HER2 négatif. Donc pour ces patientes, la décision va s'appuyer sur la RCP qui elle-même s'appuie sur les référentiels. Donc on a un référentiel à l'Institut Paoli-Calmettes qui s'appelle Oncopratique. On va aussi s'appuyer sur les référentiels nationaux, mais vous le savez, souvent pour une même patiente, un même dossier, en fonction du moment où elle va être présentée à la RCP, en fonction des patientes présentes, des médecins présents à la RCP, la décision ne va pas être strictement identique. Et pour ces patientes, aussi bien pour le choix que pour leur expliquer la décision éclairée, on a besoin d'autres outils. Juste un petit rappel sur la nouvelle classification AJJCC, qui est en vigueur depuis 2018 et qui comprend 2 volets. L'ancien volet que tout le monde connaît de la classification anatomique TNM, qui est similaire à l'ancienne, mais avec un autre volet qui est la classification pronostique intégrée, se basant sur la biologie des tumeurs et en particulier les signatures moléculaires pronostiques. Donc, vous le savez, très récemment, l'HAS a réuni un groupe de travail pour essayer de définir des indications consensuelles dans la prescription des signatures. Et donc, vous voyez dans le cadre bleu les indications HAS et dans le cadre blanc les indications que nous utilisons à l'IPC depuis maintenant 3 ans. Donc, ces indications sont très similaires, mais en fait, pour être honnête, l'historique, c'est qu'il y a 3 ans, lorsqu'on a pu bénéficier de l'apport des signatures, on aurait aimé pouvoir inclure beaucoup plus de patientes, mais bien sûr, il y avait un problème de coût. Donc, on s'est cantonné à, on va dire, la fourchette intermédiaire des patientes pour lesquelles vraiment il y avait un intérêt à proposer des signatures. Et donc, on a défini comme patientes éligibles à la demande d'une signature Prosigna les patientes présentant un carcinome NST, HER2 non amplifié RH+, T1C grade 2 avec un facteur de risque, les facteurs de risque que vous voyez ici, en bol significatif, KI supérieur à 20% et âge inférieur à 35 ans, les T2 grade 2 et puis aussi T1C grade 3, N0 ou N1-MIC. Alors bien sûr, en RCP, on discute aussi au cas par cas pour indiquer cette signature chez certaines autres patientes, comme par exemple les tumeurs volumineuses mais ne présentant pas d'autres facteurs de mauvais pronostic, les patientes présentant un N+ inférieur ou égal à 3 si le N est le seul facteur de mauvais pronostic, en particulier chez nos patientes âgées. Et enfin, il peut y avoir une deuxième RCP après la demande de la signature lorsque la patiente a un risque intermédiaire. Donc, quels sont les critères de choix pour appliquer ou pas une chimiothérapie adjuvante lorsque la patiente est en risque intermédiaire? Donc, Marie-Ange vous l'a très bien présenté, un élément important qu'on a grâce à la signature Prosigna, qui est le sous-type luminal A ou luminal B. Il nous est même arrivé, Emmanuel vous le montrera tout à l'heure, d'avoir quelques basales ou HER2 enrichis un peu par surprise. L'âge, bien sûr, et puis le statut préménopausique par assimilation au deuxième résultat de l'étude Taylor-X, publiée dans le New England, où effectivement, chez les patientes qui présentent un risque intermédiaire supérieur à 16, le statut préménopausique est un élément pour indiquer une chimiothérapie en raison du risque. Et enfin, 2 éléments importants dont on va un peu plus parler, qui sont les emboles péritumoraux et les micrométastases. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les emboles sont un facteur indépendant de mauvais pronostic?
Vous savez que les emboles sont un facteur prédictif de l'envahissement ganglionnaire. Mais lorsque la patiente est N0, est-ce que les emboles sont un facteur indépendant de mauvais pronostic? Donc, la revue de la littérature n'est pas très riche sur le sujet. Il y a une revue systématique qui a été publiée par Gujam en 2014, qui a colligé 32 publications et qui confirme qu'effectivement, la présence d'emboles est associée à un pronostic défavorable en DFS et en OS, en particulier chez les patientes N0. Mais le problème est que dans cette revue systématique, il n'y a pas de distinction en fonction du sous-type tumoral. Donc on a essayé de chercher, pour le groupe de patientes qui nous intéresse, quelle pouvait être la valeur pronostique des emboles. Donc là, je vous présente des résultats qui ne sont pas encore publiés, qui sont extraits d'une cohorte multicentrique française qui est gérée à l'IPC par Gilou Venegel, et qui a réuni donc 8471 patientes étiquetées luminal A-like, c'est-à-dire des carcinomes grade 1 ou 2, RH+, HER2 négatif. Donc vous voyez sur la première ligne que 16% de la cohorte était porteuse d'emboles péritumoraux et qu'il y a une différence significative en DFS pour les patientes porteuses d'emboles avec un hazard ratio à 1,23. On a ensuite essayé de différencier les patientes qui avaient une chimiothérapie adjuvante ou qui n'avaient pas eu de chimiothérapie adjuvante. Donc, les patientes qui n'avaient pas de chimiothérapie adjuvante, 9,2% d'entre elles étaient porteuses d'emboles. Les patientes qui avaient une chimiothérapie adjuvante, 32,2% d'entre elles étaient porteuses d'emboles. Et l'on voit que la différence apparaît cette fois-ci en OS et en DFS, mais uniquement pour les patientes sans chimiothérapie adjuvante. Donc, la présence d'emboles semblerait être un facteur indépendant de mauvais pronostic pour les tumeurs luminales A ne bénéficiant pas de chimiothérapie adjuvante. La deuxième question, c'est l'impact des micrométastases. Donc, on l'a vu, la classification TNM, elle n'a pas changé. Les micrométastases, ce sont toujours des N1, alors que les cellules isolées sont des N0. Donc, toutes les signatures qui tiennent compte du statut ganglionnaire vont considérer les micrométastases comme des N1. Ce qui donne donc sur les échelles que vous voyez, avec en particulier le petit curseur rouge que j'ai mis ici, une patiente qui est porteuse d'une micrométastase aura un risque faible si elle avait été considérée N0, mais un risque intermédiaire dans la mesure où elle est considérée N1. Donc, est-ce que réellement la micrométastase a le même impact pronostic qu'un N1? Donc, voici une revue systématique de la littérature qui avait été publiée en 2012, et vous le voyez dans la dernière colonne avec des résultats qui sont quand même discordants, puisqu'à peu près la moitié des études disent qu'il y a un impact et l'autre moitié qu'il n'y en a pas. En 2014, toujours à partir de la cohorte française, on avait publié dans Brest la valeur pronostique, mais cette fois-ci des micrométastases et cellules isolées, sans séparer les deux, sans trouver de valeur pronostique négative pour les tumeurs luminales A, enfin les luminales RH+, HER2, 0. Plus récemment, il y a eu cette publication suédoise d'Yvette Andersson avec 3355 patientes, mais vous le voyez, peu de micrométastases, puisqu'il y avait uniquement 123 micrométastases dans cette étude. Et cette étude nous a fait dire qu'il y a un impact négatif des micrométastases. Les micrométastases, c'est comme les NE1, il faut en tenir compte dans notre traitement adjuvant. Oui, c'est vrai. Vous le voyez là, mais lorsqu'on regarde en fonction des sous-types tumoraux, vous voyez que la différence n'apparaît plus pour les tumeurs luminales A et luminales B, mais uniquement pour les basal-like et les HER2-like. Donc, on s'est encore repenché sur la cohorte, et là encore, on a un peu travaillé pour aujourd'hui, donc en fait, ce sont des résultats qui ne sont pas encore publiés. Cette fois-ci, près de 10 000 patientes, donc toujours pareil, luminal A-like, avec la même définition. Là, par contre, il y a 804 patientes qui sont porteuses de micrométastases, et vous voyez qu'on a différencié micrométastases et cellules isolées. Alors, le suivi médian n'est que de 57,4 mois, mais un peu plus de la moitié de la cohorte a un suivi supérieur à 5 ans. Les facteurs qui sont associés à un pronostic moins favorable apparaissent en jaune, et vous voyez qu'aussi bien en DFS qu'en OS, les micrométastases ne sont pas associées à un pronostic péjoratif.
Donc, en conclusion, lorsque la patiente apparaît en risque intermédiaire, il nous arrive fréquemment de proposer une deuxième RCP, où vont être pris en compte pour la décision de chimiothérapie adjuvante le sous-type tumoral, l'âge de la patiente, le statut préménopausique, et on va ensuite moduler l'indication plutôt vers une sous-évaluation si la patiente est porteuse de micrométastases et d'emboles négatifs, et à l'inverse, vers une surévaluation si la patiente est porteuse d'emboles péritumoraux. Et vous allez voir dans les résultats que va vous présenter Emmanuel juste après moi, qu'il n'y a pas de corrélation pour les patientes qui sont porteuses d'emboles péritumoraux avec le risque que l'on retrouve sur la signature, et aucune des signatures ne prend en compte ces emboles péritumoraux. Emmanuel. En fait, c'est la même présentation qu'on présente à deux têtes, puisque c'est notre retour d'expérience en pratique. Et donc, c'est un retour d'expérience sur les 300 premiers cas qu'on a fait à l'IPC. Donc, depuis septembre 2016, on a analysé un petit peu la population qui était notre population de patientes pour laquelle on avait demandé des tests génomiques Prosigna. Donc, l'âge moyen était de 58 ans. On avait quand même 2 cancers chez l'homme. On a strictement respecté les critères de tumeur RH+, HER2-. Et vous voyez sur la partie ici, la répartition du risque avec des niveaux de risque qui sont évalués comme élevés dans 41% de ces patientes, faible dans 23% et intermédiaire dans 36%, donc une répartition relativement équilibrée pour des patientes qui se retrouvaient dans les dispositions cliniques que Monique vous a évoquées précédemment. La localisation tumorale, bon, ça n'a rien de très particulier. Le type de chirurgie qui a été effectué, je vais passer rapidement là-dessus. La répartition du grade. Alors, on avait essentiellement des grades 2, puisqu'on est enrichi en grade 2 dans notre population. On avait au départ de très rares grades 1. On a maintenant exclu ces patientes-là de notre étude. Et on a quelques grades 3 également pour lesquels la question s'était posée d'une chimiothérapie adjuvante et pour lesquels le test Prosigna a été indiqué. Au niveau du TNM, les patientes sont essentiellement des PT1C et des PT2, en grande majorité. Donc, on est le reflet finalement de la majorité des indications qu'on a un peu modulées au fur et à mesure de notre expérience et qui sont maintenant celles que Monique vous a présentées. Alors, le sous-type moléculaire de ces patientes-là, c'est donc le sous-type moléculaire déterminé par le PAM50 de Prosigna. Ce sous-type moléculaire est, comme elle vous l'a dit, majoritairement luminal, avec une majorité de patientes luminal B, enfin une faible majorité, 52%, des patientes luminal A pour 45%, et on a retrouvé certains sous-types un peu particuliers, notamment des sous-types HER2 enrichis et des sous-types basaux, mais vous savez très bien que la corrélation entre le phénotype immunohistochimique et le sous-type moléculaire n'est pas parfaite. Dans ces cas-là, c'est tout à fait classique. Concernant la répartition du KI67, eh bien le KI67 est retrouvé relativement bien réparti par rapport au niveau de risque, en sachant que on a calculé un KI67 moyen. Le KI67 est évidemment plus élevé dans les hauts risques que dans les faibles risques. Et on a essayé de regarder un petit peu la concordance des sous-types, c'est-à-dire que les sous-types moléculaires déterminés par la NAPAT que je suis sont déterminés sur les récepteurs hormonaux et sur HER2 et sur le KI67. On a pris nous aussi le cutoff à 14%, qui est, même s'il est assez discutable, qui est le cutoff qui est admis pour passer du luminal A au luminal B. Donc, en déterminant ces sous-types moléculaires luminal A en immunohistochimie, on a regardé
comment ces sous-types-là sortaient en PAM50 de Prosigna, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même dans 30% des cas une variation du sous-type. C'est-à-dire si vous déterminez un sous-type luminal A en immunohistochimie avec les critères que tout le monde utilise, quand même dans 30% des cas, vous assignez mal votre patiente en termes de sous-type moléculaire. Avec, en fait, vous le voyez donc quand même dans 70% des cas, le sous-type luminal A est bien luminal A en PAM50. Dans 27% des cas, vous avez quand même une modification. On avait 3 cas qui n'étaient pas dans le sous-type luminal B. Alors, je me suis un petit peu intéressée à ces données de sous-types discordants et j'ai regardé lorsque le sous-type est luminal A en immunohistochimie et qu'il est assigné en PAM50 luminal A, comment est le niveau de risque évalué par l'algorithme Prosigna cette fois. Et on se rend compte que quand c'est un luminal A en immunohistochimie, luminal A en PAM50, on a bien entendu une grande majorité de risques faibles et de risques intermédiaires, quelques très rares risques élevés. Lorsque le sous-type est luminal A en immunohistochimie, mais par contre, c'est beaucoup plus intéressant qu'il est réassigné en PAM50 Prosigna luminal B, là par contre, on se rend compte qu'on a à peu près dans ces cas-là 50% de risque intermédiaire, 50% de risque élevé et pas de risque faible. Donc en fait, c'est des patientes qui sur l'immunohistochimie étaient notées luminal A, mais qui ont dans 50% des cas un risque élevé, dans 50% des cas un risque intermédiaire. Si vous faites le PAM50 en Prosigna et que vous évaluez le risque avec l'algorithme de Prosigna. Si le sous-type immunohistochimique est luminal B, c'est-à-dire avec les critères du KI67 et des récepteurs et d'HER2 que nous connaissons. Là aussi, vous avez à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire 70% de concordance lorsque vous faites un PAM50 en Prosigna, mais quand même 30% de discordance. Alors, si on s'intéresse à cette discordance, lorsqu'on est luminal B en immunohistochimie et qu'on est réassigné en Prosigna luminal B, heureusement, on n'a pas de risque faible. Ça veut dire que quand même, ça valide d'une certaine façon notre façon de faire. Lorsqu'on est luminal B en immunohistochimie, mais que le PAM50 de Prosigna vous réassigne en luminal A, c'est-à-dire c'est à peu près 30% des cas. Dans ces cas-là, vous avez une grande majorité de bas risques et de risques intermédiaires. Vous n'avez quasiment pas de risque élevé. Donc c'est quand même un point important à noter. Donc vous voyez que concernant les sous-types moléculaires, il y a encore pas mal de choses à fouiller, notamment pour les quelques rares cas où c'est un petit peu discordant au niveau du risque. Mais quand même, malgré tout, en faisant les sous-types moléculaires, et ça a été très bien dit par le docteur Marie-Ange Lenier tout à l'heure, lorsqu'on les fait en immunohistochimie, on n'est pas du tout le reflet de ce qui peut se passer avec évidemment l'utilisation de 50 gènes. Et c'est vrai que c'est un bénéfice très important puisque manifestement, luminal A, luminal B ne répondent pas de la même façon au traitement et que le niveau de risque qui est évalué par Prosigna a l'air d'être un peu plus concordant. Il faudra l'évaluer sur un peu plus de cas, mais a l'air d'être un petit peu plus concordant par rapport au sous-type moléculaire qu'un sous-type moléculaire immunohistochimique seul. Alors ensuite, on a la question des emboles vasculaires. Donc là aussi, on a regardé dans notre population de 300 cas si on avait des emboles vasculaires. Et en fait, on a regardé lorsque les emboles vasculaires étaient nombreux et on a mis ensemble les emboles vasculaires négatifs ou rares. Et là, vous vous rendez compte que, en grande majorité, on a plus de 75% d'absence d'emboles vasculaires. Alors, la chose intéressante, c'était de regarder quelle était la répartition du niveau de risque selon si on avait des emboles vasculaires ou selon si on n'en avait pas. Si on a peu ou pas d'emboles vasculaires, la répartition du risque est la suivante, avec 43% de risque élevé, 35% de risque intermédiaire et 22% de risque faible. Si les emboles sont nombreux, on le voit à vue de nez, il n'y a même pas besoin d'un test statistique, mais il faut peut-être augmenter notre nombre de cas. On voit qu'il n'y a pas de différence significative avec une répartition des risques qui est relativement grosso modo la même.
Je vais vous présenter un cas, enfin Monique va je pense l'argumenter, un cas qu'elle a eu dans sa pratique de routine avec une patiente de 72 ans, PT1C, 14 mm, grade 2, avec des emboles, RH+, HER2-, KI67 élevé. Cette patiente avait une indication théorique de chimiothérapie, elle a eu un test Prosigna. La réponse du test Prosigna a été niveau intermédiaire sous-type luminal A. Donc la décision de la RCP secondaire a été pas de chimiothérapie chez cette patiente qui a eu de l'hormonothérapie, de la radiothérapie. Maintenant, le statut ganglionnaire. Alors le statut ganglionnaire, comme Monique vous l'a expliqué, on a cette problématique des micrométastases qui, dans la pratique de nos chirurgiens et de nos oncologues, est quand même un problème assez quotidien, dans la mesure où quand même on va plus vers une désescalade thérapeutique qu'autre chose. Et donc, on s'est demandé un petit peu quelle était la nôtre de répartition. Alors, vous voyez que bon, c'est une population qui n'est pas représentative de l'ensemble des patientes, mais d'un sous-groupe que nous avons sélectionné, avec 71% de statut ganglionnaire négatif, 7% de négatif MEI+, 15% de micrométastases qui sont assimilées par le TNM et donc dans l'algorithme Prosigna ADN+, et un pourcentage inférieur à 10% de N+. En tout, on se retrouvait, bon, je vous donne les pourcentages, mais on a quand même un nombre de micrométastases qui n'est pas négligeable, puisqu'on se retrouve avec 44 micrométastases, ce qui est considéré comme assez important en termes de cas. Alors, les micrométastases donc, sont N+, et lorsqu'on focus sur le niveau de risque de ces micrométastases, eh bien, on peut voir de façon très claire eh bien, que le risque est élevé dans plus de 50% de ces cas. Le risque est intermédiaire dans un peu moins de 40% et faible dans 12%. On a fait une expérience, évidemment c'est totalement exploratoire et ça n'est pas du tout recommandé de le faire, mais on est rentré dans l'algorithme Prosigna qui peut être modifié, et vous savez que dans cet algorithme, on prend en compte le statut ganglionnaire, en plus de la taille, et donc on l'a rentré en N0, exactement avec tous les mêmes critères. Eh bien, si on rentre notre micrométastase en N0, vous voyez qu'on modifie quand même de façon assez claire la répartition du risque, c'est-à-dire que les risques élevés qui étaient à 51% se retrouvent à 16% des micrométastases. Donc, il y a une véritable modification. Lorsqu'on regarde les cas au cas par cas, justement, on voit que en fait, les risques élevés qui étaient présents, si on considère les micrométastases de façon normale en N+, eh bien, passent en risque intermédiaire si on les considère en N0, et les risques intermédiaires en N+, passent en risque intermédiaire et en risque faible en N0. Donc, bien sûr, c'est une information à prendre en compte. On l'a fait parce que, bien entendu, il y a parfois l'impression qu'on surévalue un petit peu le niveau de risque en faisant en fait ce que nous demande le TNM, c'est-à-dire en considérant ces patientes comme N+. Donc, on a l'impression qu'on surévalue un petit peu le niveau de risque. Bon, évidemment, le niveau de preuve n'est pas suffisant pour passer ces patientes en N0. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais il faut quand même se demander si, d'une certaine façon, on ne va pas, lorsque les résultats sont, par exemple, tombent dans la catégorie de risque intermédiaire, il faut toujours avoir à l'esprit que si c'est une micrométastase, peut-être qu'on a un petit peu surévalué le risque. De la même façon, en indiquant une chimiothérapie là-dessus. De la même façon, si jamais on prend ce type de décision-là, il faut quand même avoir conscience qu'on est dans la désescalade thérapeutique, notamment au niveau du creux axillaire, et que bon, il ne faut pas non plus sous-traiter les patients, c'est-à-dire ne plus leur faire de curage et ne plus leur faire de chimio. Donc c'est vraiment quelque chose qui a discuté et qui a implémenté. On donne l'information, mais attention, c'est absolument pas quelque chose à prendre pour argent comptant, c'est juste exploratoire. Justement, il y a un exemple de patientes relativement jeunes qui n'avaient pas d'embole, RH+, HER2-, qui avaient une micrométastase de 1,1 mm, qui n'avaient pas d'indication
théorique de chimiothérapie selon notre référentiel clinique, qui a eu un test Prosigna, et qui, sur le test Prosigna, eh bien, se retrouvait avec un sous-type Luminala, mais un sous-type Luminala qui tombait dans un risque élevé. Sa micrométastase a été donc rentrée dans l'algorithme comme N+, et cette patiente-là a donc, selon le test Prosigna, eu une décision de chimiothérapie qui lui a été appliquée. Voilà, c'est des choses qui sont à discuter. Alors, juste pour terminer un petit peu rapidement cette présentation, ça vous a été largement montré au cours des 2 présentations suivantes, et ça sera sûrement très largement discuté après moi par Roman Rousier. Les tests moléculaires et notamment l'algorithme Prosigna apportent vraiment quelque chose en termes de prédiction de l'adjonction d'une chimiothérapie adjuvante. C'est net. Pardon, excusez-moi. Lorsqu'on regarde le calcul du niveau de risque par rapport à des données uniquement cliniques, on se rend compte qu'il y a vraiment un bénéfice, et notamment à utiliser cet algorithme-là pour les patientes. Donc nous, on s'est dit, dans notre pratique à nous, est-ce que dans combien de cas on a impacté sur la décision thérapeutique en théorie. Donc on a pris l'ensemble de nos patientes, on en avait un peu plus de 80 qui n'avaient pas avant le test d'indication théorique de chimiothérapie selon le référentiel dont vous a parlé Monique Cohen, qui est le référentiel oncopratique que nous appliquons à Paoli Calmette. Et après le test, parmi ces patientes, eh bien 42% se retrouvaient avec une indication de chimiothérapie. Donc c'est quand même un nombre relativement important, mais il faut savoir qu'on a d'abord dans ce groupe-là pas énormément de patientes, on en a moins de 100. Et d'autre part, on est quand même dans une catégorie où les patientes sont un petit peu limites sur pas mal de paramètres. De la même façon, et c'est plus intéressant, lorsque les patientes avaient en théorie sur ces critères clinico-biologiques basiques une indication de chimiothérapie avant le test, là on en a 204, dans 31% des cas, après le test Prosigna, on n'a plus d'indication théorique de chimiothérapie. Alors, je vais pas tellement présenter, il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'impact sur la décision thérapeutique. Je vais juste dire un mot de l'expérience des Espagnols. Et dans cette expérience-là, eh bien, le test Prosigna a impacté et fait changer la décision de traitement dans à peu près 20% de leur population, avec, et on le voit, c'est assez intéressant, pas loin de 30% de changement lorsqu'on se retrouve à un niveau intermédiaire de risque. Il faut bien voir que nous, on se retrouve effectivement à un taux de modification de décision thérapeutique qui est pas loin de 30%, mais nous, on est enrichi, on n'est pas une population de tout venant comme eux, on est enrichi dans une population qui a un niveau un petit peu intermédiaire. Donc du coup, eh ben, c'est quand même assez logique, et donc les chiffres qu'on présente sont finalement concordants avec ce qui est attendu. Alors on a tendance à modifier le choix thérapeutique de façon globale, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans 34% des cas, avec une tendance à rétrograder dans 22% des cas, et à upgrader qui est beaucoup plus minime, puisque ce n'est pas du tout le but de la signature. Le but, c'est vraiment d'asseoir nos décisions thérapeutiques et d'asseoir les décisions de chimiothérapie pour les cliniciens de façon plus objective. Et d'ailleurs, ce test est devenu, je pense, pour les cliniciens de l'Institut tellement utile qu'on l'a intégré, en tout cas les critères de demande de ce test-là ont été intégrés à notre logiciel oncopratique, et donc c'est consultable à chaque instant. Si on se pose une question, si on veut savoir s'il y a une indication à faire un test, on peut le savoir en utilisant ce logiciel-là. On l'a intégré dans nos logiciels de traitement. Voilà.